Marketplay. Allez, Voilà. Marketplay épisode 6, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir à Mulhouse dans les locaux de Carbone Café. Je vais faire un truc pas très poli, je prends quelques secondes pour me présenter, comme ça c'est fait et après on passe une bonne heure avec vous deux. Donc Carbone Café, donc moi je suis Philippe, le gérant de Carbone Café. On est une agence de communication, on fait de la création de contenu et une grosse partie ludique. On a le plaisir de travailler dans le monde du jeu de société. Et donc bienvenue à Mulhouse. Aujourd'hui on est avec David et Adi. On commence avec qui ? Honneur aux jeunes. Ok, bah donc à toi. Ouais, je peux commencer. Ben, moi, c'est David. Je suis co-gérant de la librairie Canal BD Tribule à Mulhouse depuis maintenant presque 20 ans. Donc, c'est une librairie qui est spécialisée en BD, comics et manga, qui a en plus de ça la particularité d'avoir un salon de thé avec des pâtisseries faites maison. Les meilleures pâtisseries. Merci. Moi, je peux pas le dire, donc je ne le dirai pas. Et en plus de ça, je suis aussi un gros joueur de jeux de société en tout genre, et je crois que c'est pour ça que je suis ici. Oui, c'est ça que je trouve intéressant. David a découvert la passion du jeu il y a pas si longtemps, je crois. Il y a 3 ans. Voilà, Ouais. c'est plutôt court. Il a beaucoup de boîtes de jeux en 3 ans, on va pas le dire sinon. Et je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir et de t'accueillir parce que je trouve que cette casquette de libraire professionnel, mais aussi de passionné de jeu, elle est hyper intéressante pour moi. Et un peu dans la même idée, je suis ravi de t'accueillir Adi à Mulhouse. C'est pas la première fois que tu viens à Mulhouse, mais en tout cas, voilà, quelques mots pour te présenter, même si les gens te connaissent peut-être un peu plus dans le monde du jeu. Oui, merci pour l'invitation, Philippe. Moi, c'est Hadi. Je suis le directeur et le fondateur des éditions Helvétique. Alors, c'est une maison d'édition dans la BD, dans le jeu de société, dans le livre jeunesse, une équipe de 25 personnes. On n'est pas si loin. On a un bureau à Bâle. On a mis 20 minutes pour venir en train depuis Bâle jusqu'à Mulhouse. Et puis, on a un autre bureau à Lausanne, très international comme profil. Et donc des jeux qui sont maintenant commercialisés dans 40 pays. 40 pays. Ouais. Et puis dans le livre, on publie en français, en allemand et en anglais. Et voilà, donc ça fait à peu près 12 ans qu'on fait du jeu de société pour le monde entier. Notre premier salon, c'était en janvier 2014, c'est comme ça que je sais. Et puis depuis, on a continué à essayer d'ouvrir le monde. C'est un peu notre devise, d'ouvrir le monde, c'est-à-dire d'amener les gens dans le monde du jeu de société. Donc il faut un certain type de jeu de société, pas trop complexe, facile à transmettre, facile à expliquer, mais qui donne envie de recommencer. Une DA qui est peut-être invitante, pas forcément trop poussée. Et puis voilà, on a trouvé notre sillon, et puis on continue à trouver les bons jeux tout le temps et à essayer de les partager avec le monde entier. Merci. Et en tout cas, moi, je suis ravi de vous avoir tous les deux. Nous, David, on se connaît, on se croise et on se connaît assez bien, mais Adi, voilà, j'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de l'objet culturel, ce fameux discours qu'on peut avoir. Est-ce que le jeu de société est un objet culturel ? La première question, et on l'avait dit en préparant un peu l'émission, c'est la plus chiante, c'est quoi un objet culturel ? On va parler beaucoup de livres. Alors, on va tout de suite faire simple. Le livre, on met dedans la BD. Alors, on va peut-être pas rentrer dans la différence entre les différents styles de livres, mais on va dire tout ce qui est le livre dans sa définition la plus légale avec tout le système du livre, en tout cas en France, même si on pourra parler aussi de tes expériences à l'étranger. Et ça serait intéressant de nous dire un petit peu comment font les autres pays dans ce trait. Et du jeu de société qui lui est plutôt un produit qui est moins une œuvre, en tout cas qui a des différences commerciales légales. Et donc moi, la première question, et c'est peut-être la question de la fin, mais c'est est-ce que le jeu de société ne mériterait pas d'être un objet culturel comme le livre ? Et pour vous, c'est quoi un objet culturel ? C'est quoi les différences entre les deux ? Vaste question, je sais, pour démarrer. Alors moi, le livre et les jeux de société sont des produits culturels, ça va sans dire. C'est indiscutable. Je n'oppose pas produits culturels et produits de divertissement. Je pense que ça fait partie d'un même ensemble. Et pour moi, comment définir un produit culturel ? C'est vraiment une création humaine qui est faite volontairement avec une intention et l'idée de la faire passer par un moyen. Un film est un produit culturel puisque quelqu'un veut nous raconter une histoire, utilise des plans séquences, les fonde ensemble, les monte ensemble pour raconter une histoire, pour donner un rythme, fait attention à la colorimétrie. Dans une bande dessinée, c'est pareil, des successions de dessins, des textes qui vont raconter une histoire avec un style graphique, avec un objet
qui est réfléchi. Pareil pour la littérature et pour le jeu, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on veut nous faire passer une idée, qu'elle soit complexe, qu'elle soit simple. On veut qu'il y ait une intention, que les gens se retrouvent autour d'une table, ou que les gens se parlent, on en parlait tout à l'heure, que les gens se regardent, ou que les gens restent dans leur coin, calculent, etc. Donc il y a déjà l'intention volontaire de l'auteur, la manière de le faire, et la manière de le rendre au public. Moi, c'est comme ça que je définirais un objet culturel. Et donc, de facto, je ne vois pas pourquoi le jeu de société, quel qu'il soit, hein, qu'on lui mette une forme de valeur, un jugement, ou pas, quel qu'il soit, pour moi, est un produit culturel et a sa place dans ces rayons-là. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, et en même temps, je pense qu'il faut reconnaître que le jeu de société n'est pas reconnu suffisamment. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, typiquement, pour des questions de TVA, questions techniques pas très amusantes, en fait, c'est pas la même TVA, et dans quasiment tous les pays que je connaisse, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais, partout ailleurs, souvent. Ouais. En tout cas, en France et en Suisse, pour prendre 2 exemples, c'est comme ça. En Allemagne aussi. Et puis ensuite, dans les milieux culturels, le jeu est beaucoup moins soutenu. C'est-à-dire qu'un auteur de livre va être soutenu. On va lui donner une bourse de création pour créer une œuvre. C'est pas le cas dans le jeu de société. Et je te rejoins entièrement, c'est un objet culturel. Parce qu'en fait, souvent, quand on essaye de dire que non, le jeu de société n'est pas un objet culturel, on va penser au côté justement divertissement, on va penser à des jeux qu'on a joués, pour certains, ceux qui prennent les décisions pour ce genre de choses, il y a 50 ans, et c'est-à-dire on lance un dé, on avance, et en fait ils ne voient pas la richesse d'aujourd'hui, qu'en fait le jeu est devenu un moyen de vivre une expérience narrative incroyable, incroyablement riche. Et c'est pas seulement gagner contre les autres et mettre banqueroute, quoi. Enfin, en fait, le monde du jeu de société a beaucoup avancé, et je trouve parfait que maintenant on essaye, en fait, les acteurs du monde du jeu de société essayent de défendre cela, expliquer cela. Je pense qu'il faut qu'on l'explique encore plus, jusqu'à arriver à faire reconnaître le jeu de société comme un objet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique de temporalité ? Le jeu de société est redevenu, je vais dire bankable, non, mais redevenu moderne, redevenu positif il y a peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le livre, ça fait 200 ans, voire même beaucoup plus de 200 ans. Le livre a toujours été finalement... Oui, il a toujours été, mais il y a aussi, dans la bande dessinée aussi, des fois on achetait des bandes dessinées sans savoir qui était le scénariste, qui était le dessinateur. Et je pense qu'il y a eu ça aussi dans le monde du jeu de société. Et puis maintenant, on arrive, il y a un vrai statut d'auteur. Il y a un peu comme dans la BD, le scénariste, en fait, c'est un peu comme l'auteur de jeu. C'est une mécanique, un scénario, en fait. Hein, donc, et dans le jeu de société, c'est aussi une mécanique. C'est un peu un plateau ou des cartes, et puis voilà, on va prendre des décisions. En fait, ça se ressemble tellement. Nous qui travaillons, par exemple, au sein de notre maison d'édition, la BD, ça se ressemble tellement, quoi. Il y a toute une mécanique derrière qui est invisible aux lecteurs, aux joueurs, aux joueuses. Mais pourtant, voilà, c'est le même travail derrière. Alors, je m'étais noté une question que je trouve intéressante, je vais vous la poser à tous les deux, je vous laisse choisir de répondre. Mais pour vous, est-ce que le jeu peut raconter une histoire comme le fait par définition un livre ? Évidemment. Mais les moyens de raconter cette histoire est différente. Et la finalité qu'on a de cette histoire est différente. Je rebondis juste sur 2 choses que tu as dit qui est hyper intéressante. C'est la reconnaissance du public des jeux de société. En fait, nous, dans la bande dessinée, on vit encore ça, et on a vécu ça très longtemps. Nos lettres de noblesse sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que c'est un travail de tous les instants d'expliquer que les jeux de société, ce n'est pas que le Monopoly, et que la bande dessinée, ce n'est pas que Titeuf. Il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus riches. La reconnaissance du jeu de société, pour moi, il faudrait que ce soit reconnu comme un objet de première utilité, comme l'a été le livre pendant les confinements. Et après, pour revenir sur ta question sur la manière dont on raconte une histoire, c'est juste la place libre qu'on laisse à la personne qui est l'usager de cette histoire. En bande dessinée, on dit beaucoup que ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe entre les cases. C'est la place qu'on laisse au lecteur pour s'imaginer ce qui peut se passer. L'auteur a la possibilité de soit nous montrer toutes les choses étape par étape, un peu comme un film, et ça serait très embêtant. Soit il utilise l'ellipse.
Et cette ellipse, en fait, le lecteur la fait naturellement, plus ou moins facilement. Et pour moi, dans le jeu de société, c'est la même chose. L'ellipse, elle va être là sur la mécanique, ce qu'on va faire, ce qu'on va s'imaginer, la manière dont on a envie de jouer, en fait. Et à la fin de la partie, tu as raconté une histoire. Et c'est juste cette liberté qu'on nous laisse qui, à mon sens, peut être plus grande dans le jeu de société, mais peut aussi être beaucoup plus restrictive. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeux de société dans lesquels la fin est quasiment toujours la même, mais les moyens pour y arriver vont être différents, ou alors les moyens vont être les mêmes, mais la fin va être différente. Et voilà, moi je trouve que c'est là-dessus que se font les différences. Et sur les objets qui sont présents sur la table ou dans les mains. Je ne veux pas répéter ce que tu dis, c'est super en fait. Au niveau scénario, c'est vrai qu'on raconte des histoires très intéressantes, surtout dans les jeux narratifs. Là, il y a vraiment un travail de scénario, c'est fou. Par contre, moi, pour être un grand vecteur de BD aussi, je trouve que les personnages sont peut-être moins travaillés dans le jeu. C'est-à-dire quand on lit une BD, des fois, les personnages, vraiment, ils nous restent, quoi. Et dans le jeu, je pense que c'est pas que c'est pas fait. Ce sera fait. Je pense qu'il y a encore des jeux narratifs à inventer. Il y a quelques jeux comme ça qui me viennent à l'esprit. Dans ce jeu du personnage malade, là, c'est Rory qui l'avait fait, les noms m'échappent toujours, où il avait essayé de raconter l'histoire d'un personnage. Je l'ai pas, mais... Voilà, les gens sauront de quoi je parle. C'est là où je dirais dans les commentaires, vous nous trouvez le jeu, le premier qui trouve. mais voilà, c'est peut-être un petit peu une différence, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de jeux qui vont raconter des histoires encore plus, les personnages et tout. Ouais, après, moi je pense que même dans un jeu comme Odin, où finalement tu ne donnes pas un background à tous les personnages, j'ai quand même la sensation que tu te crées un peu ton histoire. Enfin, moi je vis une partie comme un adulte, c'est-à-dire que je vais voir davantage les chiffres, comment je vais les combiner. Mais je sais que mon fils, lui, ça l'amuse de me sortir une équipe et de me faire « Ah, ils t'ont mis à plat ». Donc lui, en fait, tu racontes son histoire de manière très spontanée. Et il n'a pas besoin d'un grand background, mais son histoire est là. C'est sûr que quand on joue un jeu narratif ou un Black Rose War où il y a tout un lore sur un personnage, c'est un peu plus riche. Mais je pense que c'est comme tout, il y a plein de degrés différents. C'est-à-dire une BD jeunesse, on n'a pas forcément besoin de raconter toute l'histoire du personnage. Les gamins vont quand même être hyper attachés par rapport à ce qu'ils vont vivre sur l'instant. Et dans une BD adulte, on aura tendance effectivement à expliquer pourquoi tel personnage va avoir des failles, des cicatrices. Et je pense qu'en fait, sans le savoir, il y a malgré tout une très très grande richesse dans l'idée de choisir qu'un jeu va être accessible sans lui donner du lore. C'est la liberté qu'on laisse au... Moi, je sais que mon fils, il regarde les cartes, et la chèvre que vous avez rajoutée en petit bonus sur Odin, mon fils, ça le faisait marrer à chaque fois qu'il la sortait et qu'il nous la balançait. Et ça lui suffisait, en fait. Donc, moi, je trouve ça génial, parce que chacun peut y trouver son compte, au final. D'où l'objet culturel. C'est qu'en fait, les gens vont s'approprier l'objet, et puis lire entre les cases, faire ce qu'ils veulent avec les cases. Est-ce que qu'est-ce qui fait... C'est le livre, il est rarement partagé. À l'instant où on lit, enfin, à part peut-être le livre jeunesse, quand le parent lit l'histoire à l'enfant, il se passe quelque chose, mais est-ce que... Alors là, on n'est plus dans le débat d'objets culturels, mais est-ce que finalement, une des grandes différences entre les deux médias, le jeu et le livre, c'est pas on met le jeu solo à part, est-ce que ça crée pas une vraie différenciation de jouer en société? Ce qu'on lit en société, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples peut-être des trucs de lecture, ça peut exister, mais ça reste hyper marginal, je pense. Alors, je me permets de démarrer, si ça te va. Effectivement, moi, ce que j'aime dans le jeu de société, c'est que ça fait société à l'instant où on y joue. Et un petit temps après... C'est vrai que la lecture peut fait société après, non ? Dans la transmission. Et en fait, c'est pas que la lecture. C'est toute une problématique qu'il y a à l'heure actuelle autour de la culture et qu'on se pose sur le cinéma, les séries télé, les livres. À l'époque, quand on avait tous le film du samedi soir, du dimanche, tout le monde en parlait le lundi matin. Et ça faisait société. Et c'est pour ça que c'était un produit culturel sur lequel il y avait de l'échange, il y avait des théories, il y avait des contradictions, etc. Et ça, c'est hyper intéressant, mais on l'a perdu à cause de l'offre qui est pléthorique, à cause du fait que chacun peut le consommer à sa manière, dans le temps qui est le sien. Les canaux différents aussi. Exactement. Et donc, en fait, les gens, à l'époque, ils se retrouvaient à la machine à café, ils disaient « Mais t'as vu Alien qui a été diffusé sur TF1 ?» Oui, on en parlait. Là, tu n'as plus ce lien. La télé des inconnus, le samedi soir qui passait, et ça faisait, on attendait ça pendant des mois, et le lundi, tout le monde avait regardé ça, quoi. Et ça, c'est un des gros avantages du jeu de société, c'est qu'on se retrouve quand même à un temps T autour d'une table. Mais je pense qu'il faudrait revenir à cette idée pour les films, les livres,
des espèces de contraintes où on le lit tous, où on se dit, on oublie d'en parler. Moi, je sais qu'à la librairie, tous les matins avec Raphaël, on se retrouve pendant qu'on ouvre les cartons, avant que la librairie ouvre, on parle de nos lectures de la veille, qu'on a souvent en commun ou qu'on n'a pas. Tu lis tous les jours? Oui. Tu joues tous les jours? Quasiment. Je regarde mes stats BG Stats, je crois que je ne joue jamais le lundi soir. Ouais. C'est le jour où je ne joue jamais, sauf en vacances. Mais sinon, ouais, tout... Ouais, moi, ta question, elle m'évoque deux choses. La première, c'est que le jeu de société, c'est quand même un peu le feu de camp moderne, quoi. Il suffit de sortir un jeu sur la table et puis en fait, tout le monde se met autour. Bon, attends, t'inquiète, je t'explique ce que c'est. Puis allez, on commence à jouer. Donc vraiment, dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra numérique, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, j'ai des adolescentes à la maison et puis j'arrive à les faire rester autour de la table plutôt que chiller dans leur chambre quand je sors un jeu, quoi. Donc ça, c'est dingue comme expérience. Et vraiment, les parents qui n'essayent pas ça, il faut absolument qu'ils l'essayent, quoi. C'est génial. Puis l'autre chose, c'est l'objet physique que ça représente. C'est vrai peut-être qu'on partage moins à la cafette, mais moi j'ai la visite d'un ami à la maison. Ben voilà, il y a mes livres, il y a mes jeux, et puis passer une demi-heure à parler des livres, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, quand est-ce que tu as lu telle BD? Ah oui, celle-là, elle m'a pas tant touché, les personnages, voilà. Mais celle-là, waouh, incroyable. Et en fait, ah non, etc. Puis des fois, des lectures communes. Puis après, les jeux, pareil, quoi. Ah oui, t'as joué ce jeu. Ouais, c'est un jeu sur le rythme. Mais moi, j'ai aucun sens du rythme. J'ai pas réussi à rentrer dans le jeu. Mais tel jeu, purée, incroyable. On n'arrête pas d'enchaîner les parties. En fait, c'est grâce à l'objet physique dans un monde ultra numérique. Et je pense que ouais, quand je passe voir ton Kallax, bah voilà, c'est quand même un témoin de tes 3-5 dernières années. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans. Hein. Je veux dire, quand on a notre Kallax, il y en a peut-être qui l'ont à la cave, mais il y en a qui ont ça dans le salon. Et je pense qu'on peut apprendre des petites choses sur les gens. Comme un frigo, comme une bibliothèque, comme un câble. Ou alors les jeux qui ont l'air d'être un peu plus joués que d'autres. Enfin, je sais pas, il y a tout, quoi. Mais tu sais qu'on disait souvent qu'à l'époque, les livres qui étaient laissés sur les tables nonchalamment quand tu invitais des gens, ça disait quelque chose de ce que tu voulais. Tu sais, quand tu laisses traîner un bouquin de Winston Churchill sur la table du salon, c'est pas la même chose que quand tu laisses traîner le Marc Lévy. Toujours, j'ai un livre de Churchill, L'art de la guerre. Non, tu sais, rien à voir. Et c'est pareil, je pense, pour les jeux de société. Il faudrait faire l'expérience, dire aux gens, laissez un jeu de société de votre choix sur une table de salon pour créer la discussion et même pour le sortir et y jouer. Hein. On est déjà d'accord sur le mot objet, ça, il y a un consensus, après culture ou pas. Je voudrais rentrer un petit peu maintenant dans vos métiers respectifs, libraire et éditeur. Poste comme ça, je peux me connaître. Toi, Adi, qui édite des jeux et des livres, est-ce que c'est le même métier dans le sens... Alors, j'imagine que pas vraiment, mais est-ce que c'est la même impulsion, c'est le même sourcing, enfin, ta façon, ton œil, ta ligne éditoriale, est-ce qu'elle est quasi identique, ton dynamisme, ton approche, est-ce que Helvétique c'est un tout, et que ce soit les livres et les jeux, ça a la même fibre, ça a la même âme, et c'est juste des objets différents et des utilisations différentes, ou est-ce que tu dois vraiment faire une vraie différenciation de comment tu travailles les livres, tes gammes, ça, et les jeux? Tu vois un peu un peu brouillon ma question, mais je pense que tu as compris l'idée. J'ai compris, mais en fait, je pourrais passer 5 heures à parler de ça, donc merci Philippe. Non, mais déjà, je suis pas tout seul, on est vraiment une grande équipe, on est 25. Donc il y a toutes les éditrices, les éditeurs, les gens qui défendent les livres en aval, tout ça. Donc on est plusieurs. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai travaillé avec des collègues à choisir des jeux qu'on va publier, à choisir des projets BD. Chez nous, il n'y a pas de muraille entre... après, il y a des vraies passerelles entre les deux. Il y a des vraies passerelles, ouais. Et les avis comptent, il y a... Il y a des vraies passerelles, mais je dois dire que chez Helvétique, on est parti un peu dans ces aventures éditoriales, un peu comme on part en voyage, en sac à dos. J'aime bien cette métaphore. Parce qu'en fait, on fait la première étape, on s'arrête la première nuit, puis ensuite 2, puis à un moment donné, on commence à voir qu'est-ce qui nous plaît dans ce voyage. Et là, on commence à structurer. Donc en fait, l'idée de se lancer vraiment dans la BD, c'était une énorme envie, à force de lire de la BD, de se dire, on a envie d'apporter quelque chose, de raconter des histoires, et de choisir une première histoire, une deuxième, et puis ensuite commencer à structurer. Donc je peux te répondre pour la BD.
On aime bien les histoires qui sont immersives, une immersion dans un lieu ou dans un sujet. Ça, c'est génial. Ça raconte un lieu, une BD, par exemple, qui se passe à Istanbul maintenant. C'est un page-turner et tu as vraiment l'impression de connaître le lieu. Ça nous plaît. J'ai une question un tout petit peu plus personnelle, mais parce qu'on a la chance de se connaître un petit peu. Moi, je croyais que Helvétique a été créé d'abord par le jeu. Oui, c'est le cas. C'est le cas, d'accord. Parce qu'avant, dans ta présentation, tu disais, je croyais que tu faisais du jeu depuis 12 ans. Mais déjà, ça montre que je ne présente jamais très très bien ce qu'on non, fait. pas ça, mais alors, c'est ça. C'est que le point de départ, c'était vraiment le jeu qui t'a permis d'ouvrir Helvétique. Et après, le livre est arrivé quasi immédiatement. Au départ, en fait, l'histoire helvétique, c'était une rencontre déjà avec un auteur de jeu, Sébastien Pochon, je l'ai invité à une sortie de boîte, qui m'a tout d'un coup montré 15 jeux modernes. Et donc, tout d'un coup, je me suis remis à jouer. Et puis, j'ai eu l'idée d'un jeu sur une expérience personnelle, comment devenir suisse. Parce que je suis né à Alger, je suis devenu suisse par volonté. Et j'en ai fait un jeu auto-édité, auto-distribué, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'était un point de départ qui c'était pas un business plan, quoi. C'était pas l'idée, il n'y avait même pas de nom de maison d'édition. Et puis, année après année, j'ai dit, c'est que à partir de 2014, donc 6 ans plus tard, qu'on a dit, bon, ok, on va lancer un programme éditorial dans le jeu. Et en attendant, tu as commencé par éditer du livre, alors, c'est ça? Oui, d'abord en jeunesse. Pareil, parce qu'en fait, en jeunesse, on travaille avec des illustratrices et illustrateurs, on raconte des histoires comme dans le jeu, l'envie d'y aller, et 2 ans plus tard, la BD, effectivement. Ouais. Et c'est mes collègues appellent ça le grand écart. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas trop écartelés, parce qu'en fait, il faut être dans 2 marchés. Il faut faire le salon du livre de Francfort et la semaine d'après celui de Essen. C'est les mêmes personnes. Vraiment, moi je les admire, vraiment, parce que c'est de changer de sujet, de changer les gens avec lesquels tu interagis, la manière d'interagir, mais pourtant il y a tant de points communs, plus qu'on pense. C'est quoi les grandes différences? Les différences, elles sont des fois simplement commerciales. C'est-à-dire que par exemple, pour qu'un livre arrive en librairie, ou qu'un jeu arrive dans une boutique de jeux ou dans une librairie, c'est pas le même chemin. Donc c'est pas les mêmes partenaires, c'est pas la même logistique, c'est pas les mêmes façons de faire, les mêmes chiffres, tout ce qu'on veut. Hein. Et ça, c'est... Moi, c'est une question hyper énorme, parce que moi, j'ai des clients dans le jeu qui ont... C'est pas une problématique aujourd'hui, mais je peux citer Kiwizu qui fait du jeu enfant avec une très forte illustration jeunesse. Ils vont chercher des Karine Inder, un truc que tu connais bien, etc. Et donc, et il me disait, et même si BlackRock un super distributeur, et c'est génial pour eux d'avoir BlackRock en histoire, mais voilà, qu'on le veuille ou non, distribuer en boutique et ou en GSS, c'est pas la même chose que d'aller dans les librairies. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, je suis pas un grand spécialiste du marché de la distribution, mais il n'y a pas ce distributeur double casquette finalement, cette passerelle entre les deux mondes, ou toi ton distributeur. Bon, au moment où, enfin, peut-être, voilà, je recommence. En gros, en Suisse, nous, on n'a jamais eu le choix. Il a toujours fallu être partout. Ouais. Parce que sinon, le marché est trop petit. Déjà une chose, et aussi un petit peu par volonté, parce que nous on aime bien quand les gens trouvent quelque chose par sérendipité, quand ils cherchent pas, quoi. Mais tu t'auto-distribues ensuite, c'est toi qui distribues, voilà. Absolument. Et puis au début en France, en fait tout était bien séparé, mais on voit de plus en plus de choses qui commencent à se mélanger parce que justement des fois le client librairie, des fois il peut peut-être rajouter un petit jeu de 10 €. Et c'est la transition parfaite, c'est pourquoi tu ne vends pas du jeu? Non, mais on a rapidement parlé off, mais je pense que tu nous rediras ta vision. Mais enfin, je te rebondirai, mais c'est vrai que pourquoi il y a des librairies qui le font, c'est pas vrai. Mais voilà, est-ce que c'est un peu l'avenir aussi, voilà, un peu ta vision en tant que libraire là, et moins joueur, mais en tant que libraire, pourquoi forcément tu ne fais pas de jeu Je pense que quelque part, oui,
c'est un avenir. C'est pas l'avenir, mais c'est un avenir. Il y a pas mal de librairies, notamment en SPBD, comics, manga comme nous, qui font du jeu de société. Parce qu'il y a des liens entre l'illustration, l'idée de raconter des choses, l'idée de faire société autour d'œuvres culturelles. Donc effectivement, c'est le cas. Pourquoi nous on le fait pas? C'est parce qu'à Mulhouse, on a plein de formidables boutiques et j'ai pas forcément envie de leur faire concurrence. C'est la première raison. La deuxième raison, je pense que les œuvres culturelles, c'est toujours mieux quand les personnes qui les vendent sont des vrais passionnés. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Et quand on est un vrai passionné et qu'on veut parler de livres, il faut beaucoup lire. Et toi, tu pourrais le faire pour le jeu. Ouais, ça me ferait plaisir de le faire, ça m'amuserait. Je pense, mais je suis pas tout seul en fait. J'essaie de réfléchir aussi avec mon équipe, faire en sorte que l'équilibre soit le meilleur possible. Et en plus de ça, nous en tant que libraire et SPBD, on a déjà 6000 nouveautés par an, ce qui est déjà un flux qui est énorme. Et donc rajouter ça aux 1500 jeux. Ouais, je pense que ça me diluerait, je serais moins bon partout. Et voilà, mais on avait déjà réfléchi à l'idée d'avoir un projet avec un partenaire pour faire un espace jeu de société et bande dessinée. Mais ça, c'est pas fait. Je te rejoins à fond sur le fait que quand on vend de la culture, je pense que quand on est passionné, ça marche mieux. Quand on lit beaucoup, quand on joue beaucoup, c'est mieux pour parler de ce qu'on a chez soi. Et ce qu'on a observé, c'est que des fois, ceux qui vont, par exemple, quand ils sont dans la librairie, qui vont dans le jeu par tendance, dès que ça commence à être un petit peu plus compliqué, ils abandonnent. Alors ceux qui y vont par conviction et qui ont de la place, parce que des fois c'est une histoire simplement de mètres carrés, quand on n'a pas de place, on n'a pas de place. Mais ceux qui ont de la place et qui ont du personnel formé, qui aiment jouer, qui aiment suivre les nouveautés, qui aiment conseiller du jeu, parce qu'ils ont aussi de la jeunesse, parce qu'en fait les gens qui achètent le livre jeunesse ou la BD, ils jouent peut-être. Tu vois. Et c'est là où ça peut être intéressant pour la librairie, parce qu'en fait il y a des fois des tendances où il y a un secteur qui est à la peine. Tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, la jeunesse, elle fait moins 10%. Une certaine année, où la BD, tout d'un coup, le manga a explosé pendant des années, tout d'un coup, ça se calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que des fois, cette stratégie de diversification, économiquement, elle peut être intéressante. Parce que ça permet de tenir un petit peu le choc. Ouais. Aujourd'hui, David, tu es distributeur livres. On les a cités en off, on en parlait un petit peu. Est-ce que eux aujourd'hui, tu sens qu'ils commencent à regarder ce monde du jeu? Ouais. Tu sens que eux sont capables demain de proposer du jeu? Ou est-ce que c'est à l'inverse plutôt les distributeurs, les Asmodée, BlackRock, Gigamic et tous les gros distributeurs français, Wilson, est-ce que c'est plutôt eux qui viennent vers les librairies pour venir un peu vous souhaiter? Alors, on a des sollicitations de distributeurs de jeux comme BlackRock, avec qui on avait déjà travaillé pour le jeu La Petite Mort, parce qu'il y avait Davy Mourier, qui est aussi auteur de BD qu'on avait reçu, donc on a toujours des contacts avec eux. Warhammer aussi régulièrement viennent nous voir pour les jeux de plateau, et pareil, on refuse d'en faire. Non pas que ça ne nous intéresse pas, mais juste qu'on a un Warhammer à côté. Et par contre, depuis quelque temps, c'est vraiment effectivement notre diffuseur de bande dessinée qui commence à nous proposer des puzzles, quelques jeux de plateau. On a eu des propositions autour de Batman, on en a eu d'autres. Donc ouais, je pense que les distributeurs au niveau national, ils se rendent bien compte qu'il y a ces liens. Le jeu veut aller dans le livre et ceux du livre. Et comme dit, il y a tout un noyau dur de lecteurs qui sont aussi joueurs en fait, qui sont amateurs de produits culturels, qui aiment autant aller au cinéma, aller un peu au théâtre, regarder des séries télé, que de faire des jeux de société avec des potes, que de lire et d'échanger autour de ça. Donc effectivement, il y a des ponts qui existent et c'est vrai que quelque part, il faut essayer de les pérenniser, ces ponts-là. Mais est-ce que ça se fait que dans un seul et même lieu? Ou est-ce que c'est aussi intéressant Moi, personnellement, j'aime bien l'idée d'envoyer des gens dans différents lieux. Moi, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que de dire aux gens écoutez, vous avez aimé cette BD, je vois que vous avez acheté peut-être un petit sac de telle boutique, mais vous savez qu'il y en a d'autres qui existent, qui font ça, qui proposent ça. Je trouve que c'est sympa de faire circuler les gens, faire se rencontrer d'autres personnes. J'ai pas ce besoin hégémonique, pour le coup, monopolistique. Je suis très content de partager l'herbe qu'on a dans le champ. Une autre chose que je pourrais partager aussi, c'est que Florent et Anina, qui nous représentent, ça c'est des collègues de l'équipe, qui vont voir les libraires
en Suisse. En fait, on a pas mal de jeux, y compris ceux qu'on distribue. Et puis en fait, on fait pas du forcing, prenez tout, etc. En fait, on aime bien quand les gens choisissent. Parce qu'en fait, quand tu choisis, ben voilà, là, tu peux avoir une librairie qui a vendu 150 Odin, quoi. Et une librairie de 60 mètres carrés. Donc, et en fait, et puis voilà. Après, le livre dans le magasin de jeux, non, ça n'a pas marché du tout. Mais ouais, à quelques rares exceptions. Mais tu vois, à Camarade, on a vendu une quarantaine. Mais c'était l'exception parce que c'était Victoria. Ouais. Donc, 40 quand même. oui, c'est bien. Ouais. Ah ouais, ouais, je pense que c'est bien. Enfin, c'est même très bien. Pour une librairie, enfin, je pense qu'il y a plein de boutiques qui seraient contents de vendre 40 exemplaires d'un jeu. Donc ouais, je pense que c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Simon en a vendu un peu plus, mais... J'avais une question. Je vais peut-être un peu changer légèrement de sujet. Pas la mais... première. Non, c'est pas la première, j'en ai encore plein. Mais voilà, c'est mon côté brouillon. Mais je m'étais noté quelque chose d'intéressant. On en avait parlé aussi. Moi, j'ai trouvé que sur la ligne éditoriale helvétique, notamment sur l'édition, j'ai trouvé que tu avais une partie de ta gamme qui était assez fortement... alors, politique n'est pas le mot, mais engagée. Sur des sujets importants que j'ai trouvé fantastiques, que ce soit l'adolescence, la santé mentale, plein de sujets qui sont assez forts, des sujets sociétaux, j'ai beaucoup aimé ça. Et ma question, et tu pourras répondre aussi, c'est ça me paraissait, alors c'est pas facile de porter ces sujets, mais le livre est peut-être l'objet idéal, et encore mieux ce que tu m'expliquais, enfin, l'immersion et le livre illustré, peut-être prendre 2 heures, et ça tu pourras nous expliquer ta vision, mais c'est idéal pour faire passer des messages. Tu vois, le livre est peut-être l'outil, peut-être le cinéma le permet aussi, mais de faire passer des messages et de participer à une transformation positive de la société. Et je crois, en tout cas, Géliman, l'Helvétique le fait beaucoup, le fait bien. Est-ce que c'est aussi possible de le faire par le jeu ? Est-ce que le jeu peut aussi avoir cette fonction d'évolution sociétale, et est-ce que finalement la limite du jeu dans l'objet culturel, c'est pas une limite, je ne vais pas dire intellectuelle, mais à quel moment un jeu peut renforcer le bien vivre ensemble, peut renforcer la place de la femme dans la société, ou enfin sur ces sujets-là, il y en a plein des sujets, hein, je l'ai complété. Tu vois un peu où je veux Alors, venir ? je te réponds en gros sur la BD. Après avoir lu beaucoup de BD, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait quand même une bande passante qui tendait à se réduire. La mienne, elle est encore assez grande, mais je conçois que les gens rentrent à la maison, sont fatigués, ils n'arrivent plus à nécessairement se donner le temps de lire un essai de 300 pages. Et par contre, tu peux avoir des BD que tu peux lire en 3 heures, et c'est une ouverture incroyable sur une thématique. Et on a envie de faire ce genre de BD ou ce genre d'essai illustré. On pense que ça correspond à une tendance, à une volonté, où on peut quand même continuer à lire sur certains sujets, pas uniquement aller regarder une vidéo sur YouTube. Donc voilà, ça c'était un petit peu la volonté. Maintenant, par le jeu, oui, en fait, on essaye aussi. Donc je vais citer un jeu sur lequel on travaille, c'est Reporter. C'est un jeu d'investigation journalistique. C'est déjà joliment fait. Ouais, non, mais je voulais juste le mentionner parce que ça m'aide dans la réponse. Parce que moi, je peux le voir. Ouais, vas-y. Donc en fait, c'est un jeu pour enquêter sur des thématiques comme les fake news ou comme des faits divers internationaux. Et ben sur les scénarios additionnels qu'on est en train de développer, il y a des questions dans le monde de l'art, il y a des questions sur la biodiversité. Et en fait, c'est effectivement un autre moyen de raconter une histoire et d'aborder une thématique. Et là, ce que j'aime dans cette proposition-là, c'est que c'est par l'expérience. Parce que des fois, quand on lit un texte, je lis un texte, etc. Et là, en fait, non, je l'expérimente. J'ai une pièce d'information, j'ai une photo, puis ensuite, je me dis, mais c'est quoi cette photo ? Puis ensuite, je vais interroger des gens, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, le fait d'expérimenter, en fait, je ressens exactement la thématique. Et de nouveau, c'est une immersion, j'aime bien le mot immersion, je crois. Et voilà, ça correspond à un axe de travail qui rapproche la BD du jeu et qui répond... C'est une réponse intéressante. Et toi, David, qui est un gros joueur, j'aime bien dire ça. Merci, j'ai pris du poids, je suis d'accord. Est-ce que je sais que quand on t'entend vendre, et pour l'anecdote, on était avant dans ta librairie avec Ali, c'est vrai qu'on s'est tous dit, enfin tous les deux, putain, t'es vraiment un super vendeur. Et non, mais surtout, au-delà du super vendeur, c'est qu'on sent que quand tu parles de la BD que tu as lue ou ton dernier coup de cœur, on sent qu'il y a une vraie émotion.
qui se dégage de ta lecture. Ma question, c'est est-ce que ce type d'émotion, tu l'as aussi dans le jeu, toi? Est-ce que tu le retrouves aussi Ouais. Exemple de jeu ou de... Je sais pas, alors des émotions, elles peuvent être vraiment totalement différentes, tu vois. J'ai vécu des émotions extraordinaires avec ma femme et mon fils quand on fait des unlocks et qu'on arrive au bout, quand on fait des perspectives et qu'on arrive au bout. J'ai des émotions extraordinaires avec une bande de potes où on a pu faire un capitaine sonar, où on s'est mis la bande son d'un sous-marin et on a vraiment vécu ça. Et moi, où j'ai vécu des scènes dingues où j'avais un de mes potes qui arrivait à faire péter un plomb à un autre pote en face, où j'ai jamais vu aussi proche de la rupture, alors qu'ils sont vraiment... Enfin, tu vois, ils se voient tous les jours au boulot, ils s'adorent, mais là, ils ont réussi à se mettre une tension de dingue. J'ai expérimenté le PFH, tu vois, ce qu'on appelle le putain de facteur humain, où pendant toute une partie, je suis persuadé d'avoir mené un jeu extraordinaire, de dominer et sur les 2 derniers tours me faire laminer, donc de baisser la tête et ça. Et c'est des émotions qui sont autant de la découverte, de la joie, de la tension, une sensation de défaite comme dans un sport en fait. Donc moi, dans le jeu de société me procure autant d'émotions que la bande dessinée, que la lecture ou que le cinéma, un bon film ou une bonne série télé. Ouais. Mais vraiment sans aucun doute. Hein, D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, par rapport au conseil, tu disais avant, bon, on t'a vu conseiller des BD, c'était hyper agréable de te voir. Là, tu te projettes un peu, et c'est vrai que tu vas souvent chez Offline, est-ce qu'imagine demain, on t'enferme chez Offline et pendant une après-midi, tu es vendeur de jeux, est-ce que tu vendrais le jeu pareil? Enfin, est-ce que c'est la même mécanique? Est-ce que c'est les mêmes types de vente? Est-ce que tu penses que vendre un jeu, c'est pareil que vendre une BD quand tu es dans une boutique? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, pour moi, je pense que c'est la même mécanique. Mais parce que j'ai intégré ces 2 objets culturels dans mon quotidien et que j'en parle autour de moi, que je vis des choses, que ça me plaît pour X raisons. Donc pour moi, les mécaniques sont exactement les mêmes. Et finalement, ouais, je vois pas trop de différence, mais je pense que t'écoutes d'abord les demandes des gens, t'essaies de bien comprendre pour qui c'est, ce qu'ils attendent, et après tu cherches la meilleure réponse possible à ça, avec des contraintes qui sont évidemment les contraintes des jeux que tu peux avoir. Donc ouais, moi je pense que c'est la même chose et je suis chaud pour aller aider Offline. Et toi, elle dit commercialement, même si aujourd'hui tu as des distributeurs, mais tu disais qu'en Suisse, par exemple, c'est toi qui le fais avec tes équipes, tu disais, c'est un peu la même mécanique de vente finalement, non? L'objet est différent, mais c'est la même approche, ou tu as vraiment des différences de façon de faire entre le livre et le jeu Merci pour la question, parce qu'en fait, oui, c'est la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a par exemple un catalogue où on fait figurer les livres et les jeux, mais c'est vrai que les jeux, des fois, quand on a le temps pendant une réunion, on peut les faire jouer. Et ça, c'est un moment d'émotion assez dingue, en fait. Hein. Tu peux aller beaucoup plus loin que juste pitcher un livre, comme le fait un repré. Et surtout que nous, notre catalogue, de nouveau, il est assez grand, mais pas trop grand. C'est-à-dire que c'est pas 200 titres en 1 heure, quoi. Donc, des fois, Florent a le temps de jouer un jeu avec un libraire ou un édicaire. Ça, c'est top. Ça, c'est une grande différence. D'ailleurs, même dans le monde du business, hein, du livre et du jeu, quand on va sur les salons du jeu, en fait, on enchaîne les meetings, mais en fait, en tout cas, nous, on aime bien jouer, quoi. Des fois, on commence le meeting par une partie, surtout que nos jeux sont rapides. Au lieu de t'expliquer qu'un jeu est bien, je peux te faire jouer. Et au bout de 5 minutes, tu sais qu'il est bien, quoi. Et donc, du coup, après, on peut parler de tout le reste. Donc ça, c'est assez chouette, assez plaisant dans le métier. Dans le livre, on est plus en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu cherches et est-ce que j'ai la bonne chose pour toi, finalement. Et je pense que quand quelqu'un rentre dans une librairie, dans un magasin de jeux, si on comprend ce que cette personne cherche, je pense qu'il faut essayer de trouver le bon jeu pour la bonne personne. On ne peut pas juste pousser une offre. Hein. Parce que la meilleure preuve de mes succès, c'est quand la même personne revient. Et j'ai travaillé bénévolement chez un libraire à Lausanne pour comprendre ça.
Et j'ai mis du temps un petit peu, mais j'ai vu en fait que c'est une histoire de trouver le bon jeu pour la bonne personne, savoir pour qui, est-ce que c'est pour toi, si tu peux pour offrir, t'aimes quoi comme jeu, essayer de poser les 2-3 questions, ou alors sentir. Il y a des gens qui sentent, qui disent ah ouais, toi je pense que ça te plairait, c'est ce que tu as fait dans ta librairie aujourd'hui, t'as tapé J'ai une dans le anecdote mille. assez drôle, mais quand Simon est venu chez Offline, pour ceux qui sont dans le monde du jeu, je pense que la plupart des gens ont vu que Offline avait une boutique et que Simon est partenaire. Il était là, et moi j'adore vendre des jeux, donc j'ai la chance de pouvoir passer quelques heures là-bas. Et Simon vient me voir au bout de quelques minutes, il me dit Philippe, je t'adore, mais tu es un très mauvais vendeur. En fait, non, mais ce qui est assez marrant, alors certes, mais il m'a en 5 minutes, j'ai appris énormément. En fait, les gens rendent moi je suis quelqu'un d'assez sociable, assez ouvert, donc je vais dire bonjour, je dis alors vous jouez, voilà. Et il dit oui, je cherche un jeu à 2 pour mes gamins. Ah, ça c'est génial. Ah mais ça c'est génial aussi. Et ça c'est génial. Et en fait j'arrive, je dégueule une dizaine de jeux que j'adore et limite ouais mais si vous aimez ça, il faut que vous testez ça. En fait je m'arrête pas. Et Simon m'a appelé la fameuse règle des 3, sur une librairie que tu as fait, il dit voilà, il y a 3 jeux. C'est pas plus, pas moins. Donc voilà, ok, vous jouez, tu as 2-3 questions de découverte des besoins que je sais faire. Mais voilà, et c'était assez agréable de se rendre compte, en tout cas de se faire rendre compte que finalement, c'est pas parce qu'on est passionné que les gens ils veulent juste un jeu, quoi. Allez, on va dire, ou 2 si on est vraiment bon. Et quand je t'ai vu faire cet après-midi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah putain, c'est vrai que voilà, t'es venu, il y a ça j'ai bien aimé ça. Et voilà, il n'y avait pas non plus c'était juste bien, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, donc pour mes amis ludicaires, il y a la fameuse règle des 3, et on propose 3 jeux et ça suffit, quoi. Une anecdote un peu similaire, c'est qu'en fait, nous, on a la gamme Pocket. Donc, des fois, quand on va sur un salon comme SN, on en prend pas mal, hein, parce que les gens, ils aiment bien en prendre 4, 5, comme ça. Et puis, une fois, on s'est rendu compte que notre meilleur vendeur, c'est notre graphiste. Qui aime jouer, mais ça va, quoi. C'est pas... Et donc, lui, son explication, c'est 10 secondes, et il va te présenter 3 jeux, puis voilà, c'est vraiment la règle des 3, puis voilà. Alors que ceux qui veulent vraiment t'expliquer tous les jeux pour que tu saches exactement lesquels tu veux, ça te facilite pas forcément le choix. On va passer une partie un peu chiante, mais on va parler un peu technique. Non, mais moi je trouvais ça aussi intéressant d'aborder la différence du livre et du jeu par le prisme. Alors, un peu français, mais tu disais que dans d'autres pays, c'est pareil, sur la TVA, il y a le système aussi des retours des livres. J'aimerais bien peut-être qu'on peut le rappeler, ce qu'est finalement la vraie différence d'une boutique de jeux et d'une librairie, c'est qu'en librairie, tu l'expliqueras mieux que moi, les retours, et à la TVA différente, avec ce prix unique, ça paraît, on pourra en débattre. Est-ce que demain, si le jeu doit avoir tous les avantages du livre, fiscaux notamment par la TVA, peut-être ça a une contrepartie du prix unique du jeu, mais est-ce que cette contrepartie n'est pas positive ou non? Voilà, c'est des sujets un peu techniques. La différence de traitement fiscal, comptable et même organisationnel de distribution du monde du livre, voilà. Tu peux nous rappeler un petit peu le système Très rapidement. Ouais, ok. Alors, nous, très simple, on est donc libraire, on est le lieu physique final où se retrouvent les livres avant d'être vendus aux clients. Et en fait, avant ça, ils passent par des distributeurs, diffuseurs, etc. Nous, le prix du livre est fixé par l'éditeur. C'est le prix TTC. On ne peut ni vendre plus cher, ni vendre moins cher, sauf une remise de 5% qu'on peut établir soit avec une carte de fidélité, soit en direct, etc. Mais on ne peut pas aller au-delà. Ça a ses contraintes, parce qu'en fait, sur ce prix unique, l'éditeur, enfin le diffuseur plus précisément, nous laisse une certaine marge, et que cette marge, il faut la négocier, et que souvent, elle est relativement basse. Tous les frais de transport sont à notre charge. La moyenne, si ce n'est pas indiscret, la marge sur un livre, généralement... Elle va être de 35, hein. 35. Ouais, 35. Donc tu enlèves les 5% de remise, t'es déjà plus qu'à 30 sur le bouquin. Les frais de transport, comme ils sont à notre charge, ça c'est des détails techniques. Et en contrepartie de cette marge qui est réduite par rapport à d'autres produits, et aussi avec l'idée, et c'est pour ça que la chaîne de livres s'est construite autour de ça, c'est la possibilité de faire des retours. C'est-à-dire un ouvrage, quand il vient d'être publié, on en commande une certaine quantité, on y croit, on n'y croit pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et donc les invendus, au bout d'un certain temps, on peut les retourner à l'éditeur qui va, en gros, nous les recréditer pour qu'on puisse recommander d'autres ouvrages. Pourquoi ça a été mis en place ?
c'est pour permettre une production la plus large possible. Si on devait garder tous les ouvrages qu'on avait commandés sur lesquels on avait des ratés, ce serait des immobilisations de trésorerie, ce serait des immobilisations de temps, ce serait des immobilisations de place, et donc de facto, il y aurait moins de chances qu'on reprenne d'autres nouveautés qui pourraient venir. Et donc en fait, de cette manière-là, ça crée une espèce d'effet de boule de neige où on a des nouveautés, on essaye d'en vendre un maximum parce que c'est quand même notre travail. Si on n'y arrive pas, on retourne à l'éditeur les invendus qui, lui, normalement, a pour objectif de les stocker pour les rendre disponibles le plus longtemps possible par un travail de réassort. Et en contrepartie de ces nouveautés qu'on a retournées, ils nous renvoient d'autres nouveautés qui viennent prendre des places par-ci par-là. Donc c'est normalement un effet vertueux qui a pour objectif de valoriser la diversité, valoriser la création, la rendre la plus accessible possible, avec des prix qui sont réfléchis par les éditeurs en amont pour rendre les ouvrages disponibles. Et donc c'est pas les libraires qui cherchent à soit faire des coups en ayant une grosse marge ou en baissant pour en vendre davantage. Donc ça, c'est des choses positives. Et dans les choses négatives, c'est qu'effectivement, les librairies sont reconnues comme étant les commerces de proximité les plus fragiles en termes de marge restante à la fin de l'année, etc. Et donc, il y a des petits soucis comme ça, mais globalement... Voilà, j'ai pas voulu faire trop long. Mais par contre, quand je t'entends présenter ça, mon premier avis, il me dit, en fait, ça serait génial pour le jeu de société d'être dans cette même démarche. Alors moi, je pense que ce serait cool. De prise de risque, on va dire, partagé. Je sais pas si le mot partagé il est juste, mais de prix, on va dire, bloqué ou en tout cas géré, sous réserve que l'éditeur fasse son travail de reversement correct aux auteurs. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que donc pour faire aussi notre émission sur la place des illustrateurs, des auteurs de jeux, etc., leur rémunération. Puis en plus, il y a un peu de débat en ce moment sur le web ludique, mais ouais, Nadi. Il y a quand même pas mal de différences. Donc, il y a la TVA qui est à 20 au lieu de 5,5. Sinon, il y a effectivement les retours. Il y a les marges qui sont différentes aussi. Parce qu'en fait, dans le jeu, la marge est plus importante. Mais pas tant. Enfin, si, quand même. Pas beaucoup plus, non. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dans le jeu, c'est 40. Alors peut-être 5%, ça peut être énorme en fin d'année. Mais j'ai toujours entendu qu'on était plutôt à 40% de marge dans le jeu. C'est quand même plus important que dans c'est plus que 40. Donc... Après, ça dépend. Ceux qui achètent beaucoup, qui achètent peu, enfin bref, il y a toujours des différences. Même par exemple pour le livre, tu as dit 35, mais certaines librairies ont 40 de remise. Voilà, donc en fait, il y a quand même... 33, voilà. Ouais, il y en a d'autres qui ont 33. Donc en fait, quand on cite ces chiffres-là, il ne faut pas les prendre comme... Et je pense que ceux qui ont 40, c'est parce qu'ils s'engagent beaucoup sur certains titres, ils prennent des tas et on en passe. Donc oui, il y a quand même assez de différence. Et puis la différence de marge, elle est importante. Et puis en fait, dans le monde du livre, moi j'ai entendu des grands libraires à succès dire moi, le système de retour me va pas à 100%. Parce qu'en fait, du coup, peut-être ça ne s'applique pas à toi, parce qu'en fait, vous êtes peut-être une plus petite équipe et vous choisissez ce que vous faites, mais dans une très très grande librairie, en fait, il y a plein de gens qui prennent des décisions. Et si on suit juste le système des retours, on se dit, voilà, je vais prendre des livres, de toute façon, je peux les retourner. Mais du coup, je ne prends pas le temps de les découvrir, je ne prends pas bien le temps de les défendre. Et il y en a qui disent, en fait, le système de retour, il a aussi des mauvais côtés. Ça va trop loin. On ne fait qu'ouvrir des cartons et puis les refermer pour les renvoyer. En fait, non, c'est mieux d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on a envie de défendre au sein de sa librairie comme livre et peut-être demander une remise plus importante au diffuseur et à l'éditeur pour vraiment y croire, jouer le jeu et essayer d'en vendre 40 au lieu d'en vendre 2 et d'en retourner 2, voire tout retourner. Donc, quand on compare les deux mondes, il faut quand même être prudent sur ces aspects-là et se rendre compte que voilà, c'est pas ça serait cool, c'est vrai que ça réduit le risque un petit peu, mais finalement les librairies qui s'en sortent le mieux des fois, c'est celles qui prennent des paris quand même. Et voilà. Je ne veux pas généraliser chaque cas. Comme c'est plus risqué finalement d'acheter du jeu de société, puisque tu peux pas le rendre et on se retrouve avec du déstockage et tout ça. Est-ce que c'est pas plus difficile pour toi de vendre du jeu aujourd'hui, ou tu sens que, par rapport à ton business qui se développe
Il y a les problématiques, il y a toujours, et bien entendu, c'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile. Parce qu'il y a énormément de nouveautés, de plus en plus. Donc en fait, il faut, et aussi des titres qui ont une durée de vie plus courte, parce qu'en fait, quand un titre ne s'est pas vendu à un certain niveau, s'installe pas, alors que bon, on a la chance d'avoir quelques titres qui se sont vraiment bien installés. Ça, c'est cool, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, mais c'est pas une garantie. Et dans le monde du livre aussi, c'est un marché de l'offre. Et donc, dans tout marché de l'offre, il faut réussir à faire identifier son offre, à faire identifier sa démarche de manière générale. En tant qu'éditeur, moi, ça, c'est un truc fondamental d'essayer de faire en sorte que les gens te reconnaissent pour ton travail et à la limite cherchent un peu ce que tu fais. Quand ils vont chercher, dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de telle maison d'édition ?» Par exemple, ça, c'est super, c'est top. Tu l'as atteint, tu crois? Enfin, tu le ressens un petit peu? Jamais assez. Mais quand les gens collectionnent nos jeux Pocket, je trouve qu'on l'a atteint, mais c'est jamais gagné. Donc quand on a gagné l'As d'Or, en fait, on était en train de penser à quel jeu on va continuer à publier. On n'est jamais arrivé. Hein. Je sais pas, c'est peut-être... Je réfléchissais déjà à la première question, j'étais en live. Mais en fait, le début de ta réponse m'ouvre vers peut-être la dernière partie de l'émission où je voudrais parler un peu du futur du jeu. On parle beaucoup du livre, mais dans le jeu, pour vous, c'est quoi l'avenir du jeu de société? Est-ce que finalement ce travail un peu d'évangélisation du jeu va la rapprocher du livre on risque positivement peut-être, en tout cas moi c'est ma vision, d'avoir le jeu de société qui s'installe durablement dans la société, qui devient ce fameux objet culturel avec tous les avantages aussi et de protection notamment des auteurs, etc. Même si on pourra en parler énormément, mais ça ferait une longue émission. Donc j'aimerais bien connaître un peu votre vision de ce futur du jeu dans les prochaines années. Et je le trouve hyper intéressant, en fait, toi en tant qu'éditeur et distributeur, parce que tu as un peu les doubles casquettes dans le jeu, et puis toi David qui est un gros consommateur de jeux, voilà, on a des liens avec offline, tu vois, tu es à la fois joueur, et puis t'es libraire, donc je pense que tu as aussi l'œil un petit peu affiné de l'univers un peu du monde du jeu. Donc voilà, c'est quoi votre vision du jeu, comment ça va évoluer, et quelle est pour vous un peu là où les grandes tendances? Jamais réfléchi, parce qu'en fait je suis consommateur de jeux, je ne suis pas un des acteurs. Par contre, moi je sais que ce que je vois beaucoup, et des fois pour lesquels je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se rapproche de la bande dessinée, c'est la deluxification de certains jeux lors de réédition. En bande dessinée, on a ce phénomène-là, c'est-à-dire il y a l'album retail, qui n'est pas un terme qu'on utilise dans le livre, mais qui va sortir et qu'on va retrouver partout, dans les Fnac, les Cultura, Amazon et dans les librairies indépendantes. Et quand une bande dessinée a bien fonctionné, elle peut être publiée en tirage de luxe, noir et blanc, signé, numéroté par l'auteur, grand format, prix plus cher, collectionné. Et donc j'ai fait un petit peu ce parallèle avec le joueur lambda qui vient de temps en temps acheter son Odin, son Flip 7, peut-être un petit Rebirth parce qu'il en a entendu parler, et une fois de temps en temps un Time Stories, qui lui, finalement, peu importe l'objet, il l'a sur le moment, il y joue, il en est très content, il le pose, et le collectionneur, dont moi je fais un peu partie, collectionneur peut-être aussi un peu pigeon pour certains, je pense, mais qui aime bien avoir le petit objet un peu plus exclusif pour avoir l'impression de faire partie d'un... Tu pledges all-in à chaque fois. Ouais, arrête, n'en parle pas. Mais ouais, moi c'est juste le parallèle que j'ai vu, et je me suis posé la question de savoir si dans le jeu de société ça allait également exister, parce que dans le livre il en est souvent question de livres chers qui sortiraient au début, et puis après, 1 ou 2 ans après, la petite version poche de voyage, et si le livre a fonctionné, le tirage de luxe ou le tirage de tête. Donc vraiment plusieurs versions quasiment d'un même ouvrage pour répondre à différents publics. Mais je ne sais pas si les éditeurs se sont posé la question pour le jeu et pour... Et toi alors, tu vois une certaine tendance, ou tu vois des signaux comme ça Alors tu semblais me poser une question directement, donc oui, on a un projet un peu dans ce sens, mais je ne fais pas trop en dire pour l'instant. C'est un super truc. On se réjouit d'en parler bientôt. En fait, je peux juste quand même dire, c'est le jeu avec quelqu'un qui est assez connu dans le monde entier, mais qui nous a pitché un jeu, puis on a choisi de le publier sur la base du mérite du jeu d'abord. Et on est en train de se poser des questions sur quoi faire d'autre, etc.
Maintenant, moi, au cours des 15 dernières années, j'ai vu vraiment le marché du jeu croître de manière incroyable. D'un marché de joueurs passionnés à vraiment des jeux qui sont cités dans des BD. Par exemple, je lisais la BD Un week-end à Rome. Ouais. L'histoire de ce mec-là qui book un week-end à Rome avec sa copine, puis il se sépare et il va à Rome tout seul, puis il y a Skyjo qui est mentionné dans la BD. Je me suis dit, voilà, oui, tu vois, c'est... Donc en gros, vraiment, le jeu de société touche un public très très large. Ça, c'est extrêmement réjouissant. À côté de ça, il y a effectivement beaucoup plus de production qu'avant. Il y en a qui parlent de surproduction, mais oui, certainement, certains jeux, peut-être qu'ils vont pas... ils vont pas rester, mais l'enthousiasme de l'éditeur me dit il y a encore des jeux à trouver, il y a encore des jeux à publier, il ne faut pas remplir les étalages pour les remplir. Jouer ce jeu-là, c'est pas bon en fait pour un éditeur. En tout cas, chez nous, on voit ça plutôt comme voilà, si on trouve des bons jeux à publier, on va les publier, puis si on doit grandir, on grandira. Et voilà, je pense que c'est ça, ça me réjouit. Ensuite, j'aimerais reconnecter ta dernière question, ou je ne sais pas si c'est ta dernière question, mais cette question à la question de l'objet culturel, pour dire qu'en fait, moi, je vois que la culture, c'est un moyen d'influence dans le monde. Hein, on parle beaucoup de la Corée du Sud, par exemple, grâce à sa production cinématographique, etc. Par exemple, les auteurs de Odin, c'est des Sud-Coréens. Ça, c'est un pays qui croit à la culture comme moyen d'influence soft. Et je trouve que voilà, en France, dans le monde francophone, il y a une production ludique incroyable. Il y a une possibilité d'influencer, et j'espère que ça, ce sera un levier pour influencer les gens qui doivent prendre des décisions, de leur dire, voilà, ça, c'est une culture qui peut influencer bien au-delà de nos frontières, et coûter beaucoup moins cher pour influencer, parce que ça représente un mode de vie, ça représente voilà, des histoires à raconter, des valeurs, et je pense que c'est peut-être... on réussira à convaincre aussi comme ça, pas uniquement par les autres. Et je trouve une dernière chose, on n'a peut-être pas assez parlé du statut d'auteur et d'illustrateur dans le jeu. Et je pense que aussi c'est un moyen de convaincre que le jeu est un objet culturel. C'est vraiment de faire ce parallèle entre... moi, je vois aucune différence. Hein. Entre auteur de jeux, auteur de BD, illustrateur, dessinateur, enfin voilà. Franchement, si les gens prenaient juste le temps de voir le travail qu'il y a derrière. C'était même contraint, enfin, tu traites de façon... tu fais une vraie différence, même pas de rémunération d'un illustrateur d'un jeu ou de BD, ou dans tes contrats. Alors oui, il y a des différences, effectivement. Les contrats de livres ne sont pas comme les contrats de jeu, les marges ne sont pas les mêmes de nouveau, donc enfin voilà, ça c'est clair. Mais de plus en plus, je pense que les jeux vont être portés par exemple, comme dans la BD, des duos d'illustrateurs et d'auteurs. Pour s'approcher de quelque chose qu'on fait en BD. Voilà. Donc les choses vont bouger, évoluer, j'espère aussi pour la qualité du produit final. Tu as dit un truc hyper intéressant et ça me posait la question, parce que la surproduction est un sujet dans les jeux de société qui revient régulièrement, avec ce débat qui, pour moi, a du sens d'en parler. J'ai l'impression qu'il est moins présent dans le livre, puisque si par définition le livre est un objet culturel, la culture, pour moi en tout cas, n'a pas de limite. Donc plus il y a de livres, mieux c'est, puisque ça veut dire que des gens produisent du contenu. Après, ils se vendent ou pas, il faut qu'ils soient bons les livres, mais est-ce que dans le livre, peut-être plus dans la BD qui est ton univers, Sandra, est-ce que vous avez aussi ce discours parfois de surproduction Ok, donc c'est aussi tout le temps, c'est aussi une problématique, quoi, parce que... Est-ce qu'elle a du sens à mon avis, parce que par exemple c'est un objet culturel, enfin, plus il y a de films, plus il y a de théâtre, plus il y a de livres, plus il y a de jeux. Bon, enfin, en quoi c'est un problème? Je suis volontairement un peu l'avocat du diable. En quoi c'est un problème d'avoir autant de matière culturelle? Est-ce que c'est un vrai... Il faut qu'il y ait un public pour ça, et quelque part, faut que chacun... comment dire je pense qu'il faudrait le reprendre un petit peu différemment. La surproduction, c'est quand même toujours les acteurs qui sont dedans qui en parlent. C'est rarement le consommateur final, parce que le consommateur final, il a le choix
de ne pas prendre ou de prendre. Et lui, il serait plutôt, comme toi, comme tu dis, heureux d'avoir une multitude de propositions. Et effectivement, culturellement parlant, on peut se dire, plus on a de propositions, plus c'est positif. La vraie problématique, c'est que veut-on comme fonctionnement dans le monde du jeu de société ou le monde du livre? Est-ce qu'on veut que ce soit que des gens qui font ça en side project ou des gens qui sont professionnels là-dedans? Si c'est des gens qui sont professionnels, il faut qu'il y ait du financement, et ce financement passe par la vente. Et si le gâteau a une certaine taille et que ce gâteau se réduit à peau de chagrin pour chacun des acteurs et que les acteurs n'arrivent plus à se rémunérer, eh ben, la problématique, c'est que peut-être les acteurs de qualité vont quitter ces domaines. Et c'est une question qui se pose dans la bande dessinée, c'est-à-dire que des auteurs qui mettent 1 ou 2 ans à faire une bande dessinée qu'ils estiment de qualité, que je peux estimer de qualité, que d'autres n'aimeront pas pour leur style graphique, il faut qu'ils aient un public qui le finance. Et si ce public est noyé dans trop d'offres, ça peut être un danger pour la production. Toi, tu te retrouves parfois concerné avec ce sujet-là? En fait, le monde de l'édition, c'est un monde de tendance par moment. Et qui dit tendance, dit... il y a des gens qui démarrent une tendance, puis il y a des gens qui suivent la tendance. Donc peut-être par exemple, quand il y a eu cette tendance du livre de coloriage, chaque éditeur voulait son livre de coloriage. Je crois qu'on en a fait 1 ou 2. Mais nous, pas directement. C'est une marque éditoriale qui a rejoint Helvétique et qui en avait. Et par exemple, quand il y avait la tendance des roll and write, tout d'un coup, il y en a eu tellement. Et, donc en fait, un petit peu, c'est bien, trop, c'est trop. Je pense que... il y a... je pense que, par exemple, si tu as un jeu, tu as une mécanique qui tout d'un coup plaît au public, ça serait dommage de se dire non, mais il faut s'arrêter, il faut plus faire ça. Non, bien entendu, même les auteurs de jeux, on n'invente jamais rien comme ça dans le vide. À un moment donné, un auteur, il dit « Ah tiens, il y a telle mécanique, ça me plaît, moi aussi j'ai envie de faire un jeu là-dedans. » Mais à un moment donné, ça devient trop. Et c'est ça qui est pas bon. Et parce que là, c'est juste des gens qui disent « Je veux ma part du gâteau ». Et par exemple, dans les jeux petits, comme Odin et tout ça, nous, on en fait depuis 2016. Et puis, je pense que maintenant, il y a une tendance où des gens se disent « Ah, purée, ça marche ces jeux, on a envie d'en faire. » Nous, en tout cas, chez Helvétique, on va continuer à en faire. Je pense que quand ça deviendra un peu plus dur dans cette catégorie, ceux qui y croient un peu moins parce qu'ils l'ont fait juste parce qu'ils pensent qu'il faut y être, par business plan, peut-être qu'ils ne seront plus là. Et c'est la loi du marché, je pense qu'on ne peut pas réguler ça. C'est humain, c'est normal. Et que les meilleurs jeux soient joués. C'est combien d'exemplaires vendus dans le monde, Odin, tu sais? 500 000. Putain. Joli. Pas mal. C'est joli, ouais. Pour un éditeur indépendant, c'est génial. Ouais. Pour les auteurs aussi. Oui. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de monde. Ouais. C'était le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'avoir passé un peu plus d'1 heure à mes côtés, à Mulhouse. Merci David, merci Adi. Et on vous retrouve tout bientôt pour le prochain épisode, dans quelques semaines. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.